Eh bien bonjour à tous, on est le 27 novembre, il est 9h50 du matin, nous sommes à Saint-Martin-du-Var et c'est parti pour une nouvelle balade. Et contrairement à d'habitude, je ne sais pas trop où on va, donc on va sans doute partir par la vallée de la Vésubie parce que la vallée de la Tinée est coupée en raison de travaux. Donc j'ai reçu pas mal de questions de plusieurs d'entre vous à propos de la façon dont on arrive à faire les vidéos. Et je trouve intéressant aujourd'hui de profiter de cette balade pour essayer de commenter un peu tout ça, le matériel utilisé, aussi bien pour la vidéo que pour le son. Et puis il y aura toute une partie intéressante à montrer sur le montage, la musique, les images en règle générale. Et puis voilà, je vais essayer de vous faire des petits commentaires au fur et à mesure de la balade sur ces questions-là. Voilà, alors donc c'est parti. Et voilà donc le pont où très souvent nos balades débutent. Donc sur la droite on a la Vésubie, sur la gauche on a le Var. Et donc comme on a dit, on part sur la droite. Allez, donc double voie, c'est parti. Alors cette moto NT 1100 DCT SE, suspension électronique. Alors DCT, boîte automatique, 6 rapports. Donc un détail important quand même au niveau de la gestion de la boîte automatique. Donc on a évidemment les palettes manuelles, moins, plus. On a ici un bouton qui nous permet d'être soit en automatique, soit en manuel. Et ici, on va donc pouvoir engager le mode drive ou les modes sport qui sont au nombre de 3, S1, S2, S3. Donc cette machine en 2025 a reçu donc une nouvelle centrale IMU. Donc c'est un module qui permet d'avoir en permanence la position selon 6 axes de la moto. En montée, en descente, sur l'angle, sur l'autre angle, avec la fourche enfoncée ou pas. Donc vous voyez, c'est en permanence, on capte la position exacte de la moto et bien sûr l'automatisme de la boîte, de même que le frein ABS par exemple, vont être alimentés par ces informations-là en permanence et forcément les automatismes de régulation vont tenir compte de la position de la moto. Comme par exemple, si vous êtes sur l'angle, l'ABS va s'abstenir, est aussi mordant que si vous êtes bien droit. Ou si vous êtes en montée, en montagne, dans un col, avec un tournant à droite ou à gauche, eh bien le rapport va s'abstenir d'être passé
Et c'est tellement coupleux que ça va pas poser de problème. De toute façon, on ne va pas vous déstabiliser en plein tournant sans que vous l'ayez prévu. Et ça va nous permettre soit de se laisser entièrement guider par l'électronique de la moto qui va donc passer automatiquement les vitesses. Les palettes vont nous permettre de reprendre la main sur la machine, et ce à condition qu'on ne fasse pas de bêtises par rapport aux limites physiques et mécaniques de cette boîte. Alors au niveau du tableau de bord, on a la notion de mode ici. Donc vous voyez, cyclotourisme qui correspond plutôt à un mode qui convient bien aux grandes balades, urbain en ville. Pluie. Et deux modes utilisateurs qu'on va pouvoir modifier sur un certain nombre de paramètres. Donc si on reprend ici, vous avez un certain nombre de grandeurs, traction control, engine brake, donc le frein moteur, la dureté des suspensions électroniques et la puissance. Quand vous regardez ces 4 paramètres, évidemment, ils vont donc évoluer au fur et à mesure qu'on va changer les modes. Ensuite, on a, vous voyez, des menus, 4 menus qu'on va pouvoir faire défiler. Et donc le dernier va nous permettre de vous montrer ici que la précharge, puisqu'on est en suspension électronique, est réglable directement ici au niveau du tableau de bord, donc avec un passager en duo et éventuellement en charge. Donc aujourd'hui je suis un passager en charge, donc c'est la raison pour laquelle je suis réglé comme ça. Donc Apple CarPlay ou Android Auto de série. Théoriquement c'est filaire, donc on a une prise USB ici auquel il faut donc connecter le téléphone. Moi j'ai opté pour une clé USB, donc qui va nous permettre de se connecter à CarPlay par le Wi-Fi. Et donc vous voyez, la particularité de cette clé USB, c'est qu'elle est de suffisamment petite taille pour être intégrée donc dans le cache ici qui fait office d'étanchéité. Voilà. Donc c'est magique et on va pouvoir donc alterner entre le menu normal et Apple CarPlay. Une fois qu'on a Apple CarPlay, évidemment on n'a plus du tout aucune information. Donc c'est la raison pour laquelle on a ce deuxième écran qui va nous permettre d'avoir l'essentiel, c'est-à-dire le rapport engagé, la vitesse et accessoirement le kilométrage. Alors donc cette NT1100, elle est assez puissante, hein, elle fait 102 chevaux je crois, 107 Nm de couple. Donc elle est assez lourde mais très maniable. Et la boîte automatique, si vous voulez, donne du confort à tout ça et une vraie sensation de sécurité. On n'est jamais, on va dire, surpris par le changement de vitesse, par exemple, et donc ça ajoute à la sensation de confort et de sécurité. C'est vraiment une machine polyvalente qui est capable de faire de l'autoroute à 130 sans bouger. La bulle réglable, alors manuellement, mais vous donne une vraie protection. Les espèces de déflecteurs au niveau des poignets font que vous n'avez pas du tout de flux d'air sur les mains. C'est très efficace. Et donc ça suffit largement. Et donc vous avez 7 crans, je crois, ou 6 crans de réglage de la bulle. Alors évidemment, c'est manuel, hein, donc avec la tirette qui est ici.
Et donc, il faut la monter comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je regrette pas le choix. Et c'est sympa de pouvoir en parler un petit peu pour, voilà, histoire d'échanger des expériences. Et on aperçoit la neige au fond. Je pense qu'aujourd'hui on va voir de la neige. On a la chance qu'il a commencé à bien neiger. Et donc voilà, on va essayer de s'approcher un petit peu de la neige pour avoir des jolies images. Donc cette caméra, c'est une Insta 360 X3. Donc Insta, c'est donc la marque. 360, c'est 360 degrés. X3, c'est la version X3. Et depuis, on a eu la X4 et la X5. Donc je l'ai acheté d'occasion alors que la 4 venait de sortir. Et donc, sauf si vous êtes accro à la nouveauté, le fait de choisir une version antérieure, voire deux, ça vous permet d'avoir des sacrés prix intéressants. C'est donc ce que j'ai fait. Alors cette caméra, elle est couplée à un récepteur, donc pour les micros. Et donc les micros sont positionnés pour un sur la moto. Donc il y a un petit aimant. Et pour l'autre, dans le casque. Donc comment se fait-il que cette caméra est 360 degrés? En observant bien, vous avez donc un objectif ici, de ce côté-ci, et un objectif de ce côté-ci. Donc, grand angle pour chacun. Hein, vous voyez la forme sphérique, donc qui est capable d'enregistrer tout ce qui se passe autour d'ici et tout ce qui se passe par là. Donc, par la magie de l'informatique, cette caméra donc, va avoir deux images qui vont être assemblées l'une à l'autre de façon à restituer une image 360 degrés. Alors on va faire un grand tour autour de la moto. Donc la caméra est au bout de sa perche, là je l'ai déployée complètement. Et vous allez voir que, en fait, au montage, on va être capable de me suivre tout autour de la moto. Et donc ça vous montrera bien qu'en fait la caméra enregistre l'ensemble des images, qu'elles se trouvent devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc 360 degrés, il faut s'imaginer comme une sphère d'images autour de la caméra. Ensuite, on a donc la perche. La perche qui fait 2 mètres quand elle est déployée. Et la pince qui vient se serrer sur le guidon. Il faut que ce soit bien solide parce que une fois que la caméra et la perche est déployée à 2 mètres, oui, ça fait quand même énorme. Même si la caméra n'est pas lourde, ça fait un sacré porte-à-faux au niveau de cette pince ici. Donc il faut que la pince soit bien prise et que la noix, qui est réglable dans tous les sens, soit bien serrée, de façon à ce que ça ne bouge pas, parce que le moindre soubresaut sur la route fait que, évidemment, il
il va y avoir une flèche en mouvement de la caméra. Alors ça n'a pas beaucoup d'importance en termes de qualité d'image. Pourquoi? Parce que l'électronique, une fois de plus, fait des miracles et va stabiliser l'image, même si la caméra bouge énormément. Par contre, c'est vrai que mécaniquement, il faut qu'elle tienne. Parce que je ne vous fais pas de dessin, si jamais elle se dessert, elle part en avant. Et du coup, ça devient un peu compliqué pour donc tourner le guidon. Donc plus la caméra va être loin du pilote, alors dans l'absolu, si la perche était horizontale, elle serait beaucoup plus loin. Là, du fait qu'elle est en hauteur, ça permet de dégager par exemple pour des vues en contrebas quand on passe dans les gorges ou autres. Et donc en fait le fait qu'elle soit loin du pilote, ça va permettre d'élargir l'image du pilote, parce que sinon évidemment quand on a le nez collé sur la caméra, bah, on est beaucoup plus en plan très très serré et ça a beaucoup moins de charme que ce qu'on peut arriver à faire comme plan quand on s'écarte, évidemment. Ça c'est sûr que quand on est bien au loin, c'est quand même une belle image puisque vous avez on va dire ce qui vous entoure et on peut jouer sur les paramètres au niveau du montage et donc de la restitution des images qu'on va tirer de ce qui sort de la caméra. On va pouvoir, vous verrez, je vous montrerai quelques exemples, où on va pouvoir s'écarter pour donner vraiment du recul comme si on était devant dans une autre voiture ou sur un drone qui précède le motard. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne l'image sur le pilote. Donc là, j'ai 35-40 cm de perche de sortie. Je vais la monter au maximum. Là, elle est là, un élément, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Alors il me reste à vous parler donc de la télécommande, qui est une télécommande GPS. Donc là, elle n'est pas connectée à la caméra. Que on garde, soit il y a un bracelet qui est vendu avec, donc soit on peut l'avoir au poignet, soit on peut l'accrocher comme moi j'ai fait au niveau du pied de la perche. Alors pourquoi je dis ça? La caméra, du fait qu'elle est à 2 mètres, pour la déclencher, on voit bien que l'utilité de la télécommande. Donc ici on a juste un bouton qui permet de la déclencher. Et cette télécommande a une particularité, il en existe plusieurs, mais celle-ci a une particularité, c'est qu'elle a une fonction GPS. Donc à chaque fois qu'on va déclencher une séquence de prise d'image, là-haut, ça prend les images, donc devant derrière, 360. Ça veut dire 2 fichiers qui en sortent. Et ici, le GPS va faire son boulot. Lui, il va prendre toutes les informations nécessaires. Et même plus que ça, vous verrez, la liste est impressionnante. Et qui va stocker donc dans un 3e fichier. Alors voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur les secrets de la caméra 360. Donc 3 fichiers. Donc une sphère complète grâce aux 2 objectifs, plus les données GPS qui proviennent de la télécommande. Donc vous imaginez bien que ça fait quelques gigaoctets donc, de stockage. Mais ce que vous n'imaginez peut-être pas encore, c'est la difficulté qu'on peut avoir au montage. Parce qu'en permanence, on prend tout ce qui se passe autour de nous sans jamais toucher à cette caméra. Parce qu'elle est comme elle est, et elle fait son boulot, elle enregistre tout. Donc le slogan publicitaire d'Insta, c'est « Filmer maintenant, cadrer après ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez un vivier d'images 360. Et au montage, donc des fois le lendemain, des fois une semaine après, vous avez la sphère de l'ensemble des prises d'images que vous avez fait. Une sphère 360. Il va falloir fouiller dans ce volume gigantesque d'informations
avec la souris pour se dire mais au fait, j'ai vu un troupeau de moutons qui était sympa, je voudrais bien le montrer. Mais c'était où? C'était quand? Et c'était, est-ce que c'était en haut? Est-ce que c'était en bas? Etc. etc. Donc c'est une chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que plus vous avez d'informations captées, plus il est difficile, alors plus ça prend de volume en gigaoctets, et plus il est difficile de capter l'image que vous voulez montrer. Donc ça sera toute la difficulté du montage, et je vais essayer de vous montrer quelques exemples pour vous faire comprendre ce que ça représente comme travail. Roquebillière, le vieux village d'un côté, et puis il y a une partie plus récente qui est en face de nous là. Et on va monter au Belvédère, donc dans la vallée de Gordelas, parce que j'ai aperçu de la neige qui nous laisse penser que on va pouvoir approcher. Donc j'avais déjà fait une tentative de monter à Belvédère, mais donc en fait c'est compliqué. C'était compliqué parce que la route était bloquée, il fallait revenir à une heure différente, j'avais pas le temps. Je m'étais dit, je vais remonter. Alors on va faire un deuxième passage. Bon, eh bien, voilà, pas de chance. C'est pas bien indiqué, c'est pas indiqué en bas, et c'est simplement indiqué là à quelques centaines de mètres d'ici, et on tombe là-dessus. Alors c'est bloqué dans la journée, et puis après, voilà. Bon, ben c'est vraiment pas de chance.
Le montage. Donc on va utiliser Insta360 Studio et on va retrouver pour une séquence les 3 fichiers dont on a parlé. Donc 2 pour l'image, 1 pour le GPS. Donc en haut à gauche on a une petite vignette qui nous donne effectivement l'ensemble de l'image, mais c'est compliqué de chercher dans cette vignette. Par contre au centre on a la possibilité avec la souris d'examiner l'ensemble de l'image 360 degrés. Alors, bien sûr, on peut gérer tous les paramètres par rapport à l'assemblage des images et par exemple au GPS, les données du GPS qu'on va sélectionner ici. Donc le plus dur reste à faire. Par exemple ici on a une cascade qui se cache à gauche, donc on va être obligé de la chercher et on va pouvoir mettre petit à petit des points qui vont nous permettre de gérer l'orientation de la caméra. Donc on va même pouvoir mettre un peu de dégagement. Voilà. Donc on va voir le résultat. Donc voilà, la cascade devient visible. Donc il nous restera à exporter la séquence qu'on vient de créer et qu'on va reprendre dans LumaFusion. Alors LumaFusion sur iPad, c'est un logiciel classique de gestion de montage. Donc on retrouve les pistes, on va pouvoir travailler les images bien sûr. On va pouvoir ajouter des titres, des animations, des transitions entre les plans. Donc j'ai reçu pas mal de questions de plusieurs d'entre vous. On va pouvoir donc travailler le son quand il n'est pas correct. Donc par exemple en utilisant l'égaliseur de bande. Donc j'ai reçu pas mal de questions de plusieurs d'entre vous à propos de la façon dont on arrive à faire les vidéos. Et je trouve intéressant aujourd'hui de profiter de cette balade pour essayer de commenter un peu tout ça, le matériel utilisé, aussi bien pour la vidéo que pour le film. Donc c'est bien mieux. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à créer le montage, plan séquence de l'ensemble de notre vidéo. On peut synchroniser les images et le son et choisir la musique. Là ça va, mais c'est quand même pas terrible. Je vais changer. Et voilà. Là c'est un peu mieux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on revient au début. Et voilà. Là on attaque, hein. Super. Et voilà. Génial. Je m'étais engagé dans la vallée de la Vésubie pour pouvoir exploiter tout ce qu'on pouvait exploiter. Malheureusement,
ça s'est pas passé comme prévu. On a essayé 2 vallées qui étaient inaccessibles. Bon. Ensuite, voilà, difficulté à trouver une place ensoleillée. Bon, voilà. Donc, en même temps, un des objectifs de cette vidéo, c'était de vous montrer un peu l'envers du décor, c'est-à-dire toute la partie technique derrière la fabrication des films. Donc, de ce point de vue-là, je pense que je vais vous faire une vidéo assez chouette qui va vous montrer l'essentiel. Alors, sans faire de chacun un spécialiste, mais au moins avoir quelques bases pour comprendre comment ça se construit. Voilà, la caméra, la télécommande, la fixation sur la moto. On a bien vu la moto aussi. Et puis la manipulation du drone, bon, même si c'était restreint, mais je vous renverrai sur mes autres vidéos où j'essaie de faire à chacune d'entre elles une ou plusieurs séquences vidéo de drone. Donc voilà, je vous mettrai des petits exemples. Merci de votre attention. Pensez à mettre un petit j'aime, ça fera plaisir. Posez toutes les questions que vous souhaitez. Et donc on se retrouve pour la prochaine balade, même si je ne sais pas trop quand, puisque la saison hivernale arrive et que ça va restreindre le champ des possibles entre la température, la possibilité d'utiliser certaines routes, les travaux d'hiver ici qui sont très nombreux. Voilà, donc à bientôt, mais je ne sais pas quand. Portez-vous bien et puis roulez cool. Prenez soin de vous. Bye.